Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier assez délicat qu'on a analysé récemment dans notre article. Mhm. C'est l'impact de nouveaux tarifs douaniers américains sur les éditeurs de jeux de société, ceux qui produisent en Chine évidemment. Oui, c'est ça. Une industrie créative qui se retrouve face à un sacré casse-tête économique, en fait. Tout à fait. Et l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les stratégies que ces entreprises essayent de mettre en place. Exactement. Comment elles naviguent là-dedans, comment elles jonglent avec la situation, en s'appuyant sur ce qu'on a vu dans notre enquête. Et voir aussi les conséquences pour nous, les joueurs. Bien sûr. Alors, allons-y. Première stratégie qu'on a observée, qui est mentionnée dans l'article, essayer de réorienter les ventes. Ah oui. On a l'exemple de Leader Games, un éditeur du Minnesota. Ils ont décidé d'envoyer une grosse partie de leur stock d'un jeu Arx vers l'Europe. Mhm. Et Jamie Stegmaier, de Stonemaier Games, lui, il estime pouvoir vendre à peu près 35% de ses jeux hors des États-Unis pour compenser un peu. C'est pas mal, non? C'est une piste, oui. Malin. Mais bon, ça reste une solution partielle, hein, forcément. Ça ne résout pas tout. Non, bien sûr. Et beaucoup tentent aussi d'absorber une partie du choc financier. De prendre sur eux, quoi. Oui, ça c'est un point important qu'on a relevé. C'est ça. Leader Games, par exemple, a maintenu les prix qui avaient été promis pendant les campagnes de financement participatif, même si les coûts augmentaient pour eux. C'est un geste fort. Oui. Et Stone Myers Games a même évoqué l'idée d'absorber complètement la taxe sur certains réassorts, pour éviter que les prix flambent en magasin. Ah oui, quand même, Bon, évidemment, ça demande une trésorerie solide. Il faut avoir les reins solides pour faire ça. clairement. Et face à cette pression, certains ne restent pas les bras croisés. Non. Notre article mentionne que Jamie Stegmaier, encore lui, il a rejoint une action en justice. Oui, pour contester la légalité de ces tarifs. C'est ça. L'argument, c'est que ça a été imposé par décret présidentiel et que ça dépasserait les pouvoirs de l'exécutif. Une bataille juridique donc. Voilà. Et publiquement, il demande aussi un délai, une sorte de grâce, pour les entreprises qui avaient déjà engagé des commandes avant l'annonce des tarifs. Ce qui est logique, commercialement parlant. C'est une autre forme de résistance, en parallèle. Tout à fait. Résistance légale, médiatique. Mais bon, à côté de ça, il faut aussi penser à des adaptations plus profondes. Oui, la question de la production? Ben oui. Produire ailleurs qu'en Chine, c'est très compliqué. Notre enquête le montre bien. Aucun pays, à l'heure actuelle, n'égale la Chine sur le rapport coût et savoir-faire pour les jeux de société. C'est un vrai nœud du problème. Absolument. Et produire aux États-Unis, par exemple, ça voudrait dire revoir la conception des jeux. Peut-être revenir à des composants plus simples, des pions en carton au lieu du plastique. Ça changerait l'expérience de jeu quand même. Ah bah oui. C'est un sacré défi. Alors, une piste qui semble plus réaliste, à court terme du moins, et que notre article a identifiée via une étude de Cardboard Edition, Oui. c'est de réduire la taille, faire plus petit. 41% des éditeurs envisageraient de faire des formats micro-jeux. Ah, intéressant. Moins de matériel. Moins de matériel, donc moins cher à produire, et du coup, l'impact de la taxe est mécaniquement plus faible. C'est assez pragmatique comme approche. Oui, c'est logique. Comme le disait Anne-Marie DeWitt de Fireside Games, faut trouver un équilibre. Examiner les coûts, mais sans trahir l'esprit du jeu. C'est ça. Le mot d'ordre, c'est un peu la survie en ce moment. Exactement. Et la communauté des joueurs, alors, comment elle réagit à tout ça? On a vu des choses assez variées dans notre analyse. Oui, c'est un mélange, hein. D'un côté, il y a une vraie solidarité qui s'exprime. Mhm. Beaucoup soutiennent les éditeurs, ils sont conscients des difficultés, on voit des messages de soutien, des promesses de continuer à acheter. Oui, une forme de soutien moral, et parfois même des initiatives solidaires qui émergent. Il y a un attachement fort à ces créateurs. Mais, et ça c'est un aspect un peu plus tendu, qui ressort aussi de notre article, il y a une forme de polarisation. Ah oui. Stegmaier, par exemple, en prenant position publiquement contre les tarifs, il a reçu des messages assez virulents De la part de qui? de partisans du président américain qui lui reprochent de politiser le jeu de société. Ah oui, quand même. Le débat s'invite là où on ne l'attendait pas forcément. Voilà. Et au-delà de ça, il y a une inquiétude plus générale qui pèse. La peur que les prix augmentent trop, que les nouveautés se fassent plus rares. Et l'impact sur les boutiques locales aussi qui sont en première ligne. Exactement. L'incertitude est palpable. Oui, l'avenir reste assez flou, hein. Tout est un peu suspendu à cette échéance de août, et puis aux négociations sino-américaines. En attendant, les éditeurs essaient de tenir bon. Ils font le dos rond, ils essayent d'importer du stock tant qu'ils le peuvent, et ils préparent les fêtes de fin d'année avec beaucoup de prudence, j'imagine.
On sent une vraie tension. Au final, ce que notre analyse révèle bien, c'est la résilience de ce secteur culturel. Oui, face à des vents contraires géopolitiques qu'il dépasse complètement. L'industrie cherche des solutions, essaye de protéger ce plaisir du jeu qui nous rassemble tous. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour aller plus loin. Au-delà des chiffres, comment cette crise met en lumière la fragilité, en fait? La fragilité et l'interconnexion. Exactement. L'interconnexion mondiale de ces activités culturelles qu'on pense parfois très locales, très nichées. Et comment des tensions globales peuvent se répercuter de manière si inattendue. Au cœur de nos loisirs, de nos communautés de passionnés. Voilà, une réflexion qui mérite sans doute d'être méditée.